La bombe atomique aurait été inventée dans les années 40 suite aux travaux d'Einstein et de Marie Curie. En 1945, les États-Unis auraient lâché une bombe atomique sur Hiroshima. En fait, il ne s'agissait pas d'une bombe atomique, mais de milliers de bombes incendiaires. Les spécialistes trouveront certainement quelques erreurs parmi les arguments qui sont développés, mais il y a suffisamment d'incohérences, de trucages flagrants et d'impossibilités pour comprendre que la bombe atomique n'existe pas. Une fumée est toujours composée de carbone sous forme de monoxyde de carbone CO, de dioxyde de carbone CO2, de dioxyde de soufre SO2, de dioxyde d'azote NO2 et de différents imbrûlés provenant de la matière qui explose ou se consume. Or, dans la matière fissile de leur soi-disant bombe atomique, il n'y a pas un seul atome de carbone, ni de soufre, ni d'azote. Pas un. Il n'y a que des atomes d'uranium ou de plutonium qui se divisent en deux pour former des atomes plus petits et plus légers. C'est pour ça qu'une réaction nucléaire ne produit jamais de fumée. D'ailleurs, la réaction de fission avec de l'uranium dans les centrales nucléaires ne produit aucune fumée, alors que c'est exactement la même réaction en plus lent que dans une bombe atomique, dans une soi-disant bombe atomique. La fumée qui s'échappe de ces cheminées ne vient pas de la fission de l'uranium, c'est la fumée de condensation provenant du circuit d'eau faisant tourner des générateurs électriques. Ce n'est que de la vapeur d'eau, sans aucun rayonnement radioactif, sans aucun atome d'uranium. L'uranium ne peut pas s'enflammer, sauf s'il est sous forme métallique et sous forme de poudre très fine. C'est un système qui est utilisé pour des munitions modernes, destinées à perforer le métal des blindages. Or, dans une bombe atomique, l'uranium n'est pas du tout sous forme de poudre fine, au contraire, puisque la masse d'uranium doit être la plus compacte possible. Donc d'où pourrait provenir cette énorme quantité de fumée? Selon certains, cette fumée proviendrait de l'azote de l'atmosphère qui a été transformé en carbone 14. Effectivement, en haute altitude, lorsque les atomes d'azote de l'atmosphère captent un neutron provenant des réactions nucléaires avec des particules cosmiques, ces atomes se transforment en carbone 14. C'est ce même processus qui fournirait le carbone dans les champignons atomiques. Mais puisque toutes les bombes atomiques fonctionnent de la même façon, alors tous les champignons atomiques devraient produire une fumée de couleur franchement noire, puisque le carbone est noir. Comment se fait-il que sur ces photos, on a des champignons atomiques qui peuvent être blancs, rouges, voire orange? Le carbone n'a jamais cette couleur-là. D'autres affirment que cette fumée provient du carbone contenu dans l'air, mais la proportion du carbone atmosphérique n'est que de 0,037%. C'est beaucoup trop peu pour former une fumée aussi dense. Et de nouveau, si la fumée provenait du carbone, les champignons atomiques n'auraient pas ces couleurs jaune, orange, rouge qu'on vient de voir. Selon d'autres encore, ce serait parce qu'avec la chaleur très élevée, l'azote et l'oxygène dans l'atmosphère se sont recombinés entre eux pour former des composés azotés et principalement du dioxyde d'azote de couleur brun-orange. C'est principalement ce gaz qui forme la pollution sur les villes. Mais le dioxyde d'azote est un gaz de couleur brun-orange. Donc si la fumée d'une explosion atomique provenait de la réaction de l'azote de l'atmosphère avec l'oxygène, alors toutes les explosions atomiques devraient montrer un champignon de couleur brun orangé, puisque la proportion d'azote atmosphérique est à peu près la même partout au niveau du sol. Or, plusieurs champignons atomiques ont une couleur franchement noire. La fumée ne provient donc pas de la recombinaison de l'azote atmosphérique avec l'oxygène de l'air. Donc encore une fois, d'où vient toute cette fumée? Elle ne pourrait pas provenir de la végétation au sol qui aurait brûlé et aurait été aspirée avec la chaleur vers le ciel. La majorité des essais d'explosion soi-disant atomiques ont eu lieu dans un désert où il n'y a que des cactus et aucune végétation. Les cactus brûlent très mal et ils sont si peu nombreux qu'ils ne pourraient pas produire autant de fumée. La fumée ne pourrait pas non plus provenir de la poussière du sol qui a été soulevée, puisqu'avec la puissance du souffle, cette poussière devait être poussée sur les côtés à des centaines de mètres avant d'être aspirée vers le haut et de monter à la verticale. Or on ne voit jamais ceci. On voit immédiatement après l'explosion apparaître une énorme masse de fumée compacte qui s'élève dans l'atmosphère. De plus, on voit bien que le champignon n'est pas constitué de poussière, il s'agit bien d'une épaisse fumée provenant d'une réaction chimique contenant du carbone. Et dans ce cas-là, que du carbone. De plus, lors d'une explosion, la poussière, qui est quand même assez lourde, retombe rapidement au sol. Jamais elle ne monte à plusieurs kilomètres d'altitude, sauf dans le cas des volcans.
mais un volcan est des milliers de fois plus puissant qu'une bombe atomique. Et de plus, un volcan envoie de la matière brûlante dans l'atmosphère pendant des journées, voire pendant des mois. Une explosion atomique ne durerait qu'une fraction de seconde. Et surtout, la température de la soi-disant explosion atomique dépasse les 1 million de degrés. Donc toute la poussière devait être immédiatement vaporisée. Le champignon atomique d'Hiroshima serait monté à une altitude de 17 km. Si on considère qu'il mesurait 100 mètres de diamètre, certainement beaucoup plus, cela fait un volume de plus de 100 millions de mètres cubes. La fumée pesant environ 3 kg par mètre cube, il faut savoir que l'air autour de nous pèse 1 kg par mètre cube, cela correspondrait à une masse de 400 millions de kilos, 400 000 tonnes. Il faudrait donc que l'explosion atomique éjecte 400 millions de kilogrammes de poussière du sol, ce qui correspondrait à un cratère de 300 mètres de large sur 2 mètres de profondeur. Or, les photos du point zéro d'Hiroshima ne montrent aucun cratère. On nous dit que l'explosion atomique avait eu lieu à 600 mètres d'altitude, donc cela ne pouvait pas former un cratère au sol. Admettons. Dans ces cas-là, d'où venait toute la fumée de ce soi-disant champignon atomique? Cela ne pouvait pas provenir des maisons incendiées, parce qu'une ville en feu ne produit pas un champignon de fumée, mais une nappe de fumée. Une réaction de fission atomique produit une lumière bleue caractéristique, qui est parfaitement visible dans le cœur des centrales nucléaires ou lors des accidents de criticité. C'est ce qu'on appelle l'effet Cherenkov. Puisque la réaction en chaîne dans une bombe atomique est exactement la même que dans le cœur d'une centrale nucléaire, mais en beaucoup plus rapide et avec de l'uranium beaucoup plus concentré, donc lors d'une explosion atomique, on devrait aussi voir un intense flash bleu. Or, aucune explosion atomique ne montre cette couleur bleue. Toutes les soi-disant explosions atomiques montrent un flash blanc très brillant, puis l'apparition d'un champignon très coloré, mais jamais de couleur bleue. Admettons alors que l'effet Cherenkov ne se produise que dans l'eau. Alors pourquoi les soi-disant explosions atomiques dans l'océan Pacifique sous l'eau ne montrent pas cette couleur bleue? Pour terminer, il faut savoir que moins de 2% de l'uranium présent dans la bombe atomique aurait subi la réaction en chaîne, soit environ 1 kg, soit le volume d'une grosse noix, parce que l'uranium est très lourd. Et donc un volume aussi petit pourrait produire les gigantesques explosions que l'on montre avec autant de fumée? Si l'explosion atomique existait, il n'y aurait qu'un flash intense d'énergie pure, comme un soleil, mais en aucun cas cela formerait un champignon de fumée. Voici une série de photos montrant des explosions atomiques, des explosions classiques. Vous remarquerez les mêmes couleurs jaunes orangées, la même épaisse fumée noire prouvant la présence de carbone, les mêmes champignons de gaz et de fumée typiques de toute explosion d'une certaine importance. Comment se fait-il que les explosions atomiques montrent exactement les mêmes effets que les explosions classiques, alors que la matière utilisée et la réaction sont totalement différents? Une réaction atomique ne peut pas produire une boule de feu comme on le voit sur ces images, puisqu'il s'agit d'une réaction en chaîne où les atomes se divisent. Alors que dans une explosion classique, les molécules présentes dans la matière explosive se décomposent et les atomes se recombinent entre eux et avec l'air environnant pour former une boule de gaz qui s'enflamme. Ces photos montrent en fait que les soi-disant explosions atomiques sont typiquement des explosions avec des réactifs classiques, TNT ou explosifs à base de napalm. Il faut aussi savoir qu'à partir d'une certaine puissance, toute explosion ou combustion produit un important champignon de fumée causé par les instabilités de type Rayleigh-Taylor. Cela n'est pas propre aux explosions atomiques. Wow. You okay, buddy? L'analyse des témoignages des premiers soi-disant tests atomiques prouve bien que ces explosions n'avaient rien d'atomique. Le 13 février 1960, la France a effectué un soi-disant essai nucléaire lors de l'opération Gervoise bleue en Algérie, encore française. Le test était dans le désert du Sahara, donc dans une zone où il n'y avait que du sable, pas un seul arbre. La bombe est installée sur une tour de 70 mètres de hauteur. Et un journaliste présent sur le site décrit ce qu'il voit. Écoutez bien. La boule de feu est immense. Elle vacille, on dirait qu'elle cherche son équilibre. Un pilier de fumée bouillonnante noire se dresse. On a l'impression d'un dépôt de pétrole qui brûle.
Le journaliste dit bien « on a l'impression d'un dépôt de pétrole qui brûle ». Comment est-ce que la fumée d'une explosion atomique pourrait avoir l'aspect d'un dépôt de pétrole qui brûle? Un dépôt de pétrole en feu génère une épaisse fumée noire, donc contenant beaucoup de carbone. D'où provient ce carbone, puisqu'il n'y a pas un seul atome de carbone dans la matière fissile de la bombe atomique? Et on a vu qu'il n'y a pas assez de carbone dans l'atmosphère pour fournir une telle masse de fumée, ni assez d'azote pour que celui-ci se transforme en carbone 14. Voici pourquoi le journaliste décrit le champignon soi-disant atomique comme un dépôt de pétrole qui brûle. Le militaire Roland Weil et 3 autres conscrits se rendent au point zéro 1 heure juste après l'explosion pour effectuer des prélèvements et planter le drapeau français au centre du cratère. Étonnant, l'essai Gerboise bleue était 4 fois plus puissant que la bombe atomique d'Hiroshima, qui aurait tué immédiatement 70 000 personnes. Mais là, ces militaires vont 1 heure après l'explosion sur le point zéro sans ressentir aucune radioactivité. Ils auraient dû être au moins victimes de maux de tête, de nausées, de malaise, voire de brûlures. Pourtant, Roland Weil n'en parle pas et commande ceci. En arrivant à une centaine de mètres du point zéro, on ne pouvait plus rouler sur la route en bitume. Elle était toute fondue par la chaleur. On a continué à pied. Une grande cuvette était formée. C'était tout noir comme du cirage, noir et brillant, comme de la glace. Sur le point zéro, nous avions les pieds qui s'enfonçaient dans le sable, qui était chaud et noir. Il craquait sous nos pieds, comme si nous marchions sur du verre. Vous trouverez ces infos dans le livre « Les vétérans des essais nucléaires au Sahara » de Christine Chanton. En aucun cas, une explosion atomique ne peut transformer du sable en une masse noire et brillante. Si le sable subit une chaleur intense, il sera vitrifié et gardera sa couleur d'origine. On trouve parfois dans le désert du sable qui a été vitrifié par la foudre. Il a subi une température de plusieurs milliers de degrés, mais jamais il ne prend l'aspect du cirage, puisque pour avoir cette couleur noire, il faut nécessairement du carbone. Or on a vu qu'il n'y a pas un seul atome de carbone dans une bombe atomique. Encore une preuve que les soi-disant bombes atomiques contiennent un explosif avec beaucoup de carbone, TNT, napalm ou fioul, mais certainement pas de l'uranium. Sur le site où a explosé la première bombe atomique appelée Trinity, aux États-Unis, en 1950, on a trouvé du sable qui a été vitrifié par la chaleur de plusieurs milliers de degrés et serait devenu vert, parfois rouge. Ils ont appelé ce produit trinitite. On peut en acheter sur le net, et vous remarquez qu'un morceau de 11 grammes est vendu plus de 100 $. Bon business. Pourquoi lors des tests sur d'autres sites, et aussi dans des déserts donc avec du sable, les bombes atomiques ne produisent plus de trinitite, même pas un résidu y ressemblant? Les tests atomiques en Algérie française avaient laissé des cratères recouverts d'une matière noire comme le cirage. Mais aux États-Unis, on obtient du sable vitrifié de couleur verte. Pourquoi on n'obtient pas les mêmes effets alors que les bombes atomiques contiennent toutes exactement la même matière fissile, uranium ou plutonium, qui ne sont pas de couleur verte d'ailleurs? Pourquoi un résidu noir comme du cirage pour les essais français et des morceaux de sable vitrifié vert aux États-Unis? Et pourquoi ce sable deviendrait vert alors que ce n'est pas sa couleur d'origine? Est-ce qu'ils auraient fabriqué eux-mêmes cette trinitite pour donner plus de réalité à ces tests atomiques? Mais comme ensuite ils ont fait plusieurs centaines de ces soi-disant tests atomiques, ça devait être trop fastidieux à préparer puis à épandre sur le sol de façon naturelle, alors ils ont abandonné l'idée de la trinitite. Si on se donne le temps d'analyser de près les images des soi-disant tests atomiques, on trouve systématiquement des incohérences. À l'époque où ont été faits ces montages, les gens ne pouvaient voir les films qu'au cinéma ou à la télévision. Ils ne pouvaient pas revenir en arrière ou ralentir les images pour mieux analyser ces films. Maintenant qu'on peut le faire, ces trucages sont nettement visibles. 5, 4, 3, 2, 1. Voici l'explosion de la bombe Baker, et regardez bien les nuages que j'ai encadrés avec un cadre rouge. J'ai mis le cadre sur le côté pour bien qu'on se souvienne de la forme de ces nuages. Et regardez, après l'explosion, les nuages qui ont été engloutis par le champignon atomique se retrouvent exactement les mêmes. On voit l'image au ralenti. Vous voyez ces images donc, que j'ai encadrées, ces nuages que j'ai encadrés. L'explosion atomique va littéralement engloutir ces nuages. Regardez bien, c'est très net, c'est pas un effet de perspective.
Et ensuite de cela, les voici qui réapparaissent exactement identiques. Comment expliquez-vous qu'une explosion atomique beaucoup plus puissante que celle d'Hiroshima, qui génère une température de plusieurs milliers de degrés, un souffle de plus de 1000 km/h, laisse ces nuages réapparaître après l'explosion? Autre élément curieux, l'explosion de cette bombe Baker, soi-disant atomique, était plus puissante que celle d'Hiroshima. Comment se fait-il que l'avion et les militaires sont situés à la verticale, à quelques kilomètres au-dessus de cette explosion, et n'en subissent pas les effets, la radioactivité se propageant à la vitesse de la lumière? Il devrait au moins y avoir les films qui sont marqués par cette radioactivité. Et donc posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'ils ont truqué ces images? Lundi 1er juillet 1946 au matin. Une bombe atomique va exploser au-dessus de l'atoll de Bikini, dans l'océan Pacifique. Elle vient d'être larguée par un avion de la US Air Force. Cette bombe a pour nom Able. Le souffle dépasse les 3000 km/h. Quelques jours plus tard, le 23 juillet 1946, dans le même atoll de Bikini, une deuxième bombe de même puissance explose sous la surface de l'eau. Elle a pour nom Baker. Belle propagande. Vous allez voir à quel point ils se sont plantés dans leur montage. Normal, à cette époque, ils n'avaient pas les moyens dont on dispose aujourd'hui pour vérifier, pour analyser ce genre d'image. Voici maintenant la bombe Able, qui faisait 23 kilotonnes, encore plus qu'Hiroshima, qui a explosé, soi-disant, le 1er juillet 1946. Elle aura généré un souffle de plus de 1000 km/h et dans un lagon fermé, des vagues de plusieurs mètres de haut. 3 semaines plus tard, il faisait exploser la bombe Baker, le 23 juillet 1946. Mais c'est pas la bombe qui est importante. Regardez bien la plage. Elle n'a pas bougé, elle est exactement identique. Regardez les palmiers, avant et après. Ce sont les mêmes, exactement les mêmes. Alors qu'ils ont subi un souffle de plus de 1000 km/h, il y a certainement des vagues énormes dans ce lagon fermé. Les paillotes, pareil, sont restées identiques. Vous allez dire, oui, mais la bombe a explosé à plusieurs dizaines de kilomètres. Pas du tout. Regardez, la bombe a explosé à 6 km de la plage, donc c'est juste à côté. Et une bombe de cette puissance aurait donc dû générer un véritable tsunami dans ce petit lagon, des vents extrêmement puissants qui auraient dû tout arracher, et donc ces palmiers, ces paillotes, n'auraient pas pu résister à la première bombe. Comment expliquez-vous ces incohérences, ces trucages évidents? Et si vous regardez et analysez d'autres vidéos et d'autres photos de bombes atomiques, en faisant attention, vous trouverez systématiquement d'autres incohérences flagrantes. Et puis il y a un élément curieux. Pourquoi est-ce que toutes les photos et vidéos des explosions de tests soi-disant de bombes atomiques sont prises d'aussi loin? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de matériel de prise de vue qui aurait été installé plus près? Alors on va nous dire, oui, c'est la radioactivité. Dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas installé des téléobjectifs pour voir de plus près ce qui se passe? Peut-être qu'il y a des détails qu'ils n'aimeraient pas trop qu'on voit. Autre chose encore, toutes, je dis bien toutes, les vidéos des explosions des bombes soi-disant atomiques, on voit les images après l'explosion. On aurait bien aimé voir la bombe sur la tour juste avant l'explosion, voir quelle forme elle avait, sa position, mais cela vous ne trouverez jamais. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est un détail qu'ils n'aimeraient pas trop qu'on voit. Voici la photo officielle de la bombe atomique qui aurait soi-disant explosé sur Nagasaki. Mais regardez bien, la partie du haut ne colle pas du tout avec la partie du bas. On voit clairement qu'il s'agit d'un montage. Par exemple, la colonne de fumée noire est clairement en avant-plan, alors que le champignon blanc est en arrière-plan.
Et pourquoi ce pilier de fumée noire s'arrête brusquement et se transforme en un champignon blanc, qui en plus est décalé sur le côté? Regardez bien, vous serez de mauvaise foi si vous pensez que cette photo est normale. Comment croire à leur histoire de bombe atomique s'ils nous montrent des photos qui sont clairement truquées? Des centaines, voire des milliers de soldats regardent une explosion soi-disant atomique dans le désert du Nevada. Normalement, une bombe atomique dégage une intense radioactivité, brûlant, voire tuant immédiatement tout ce qui est aux alentours. Mais ces militaires regardent tranquillement l'événement sans souffrir. Bon, admettons que l'explosion était très éloignée, voire peu puissante. Lors d'une autre explosion, des soldats chargent vers l'explosion atomique, on se demande pourquoi, puisque normalement une bombe atomique devrait tout désintégrer, pas besoin d'envoyer des troupes militaires ensuite. Là aussi, ces soldats qui chargent vers cette explosion atomique ne souffrent pas de l'intense rayonnement radioactif. On peut aussi se demander pourquoi cette explosion a deux couleurs différentes. La partie du bas est gris-noir alors que la partie du haut est orangée. Pourquoi est-ce qu'une bombe atomique ne contenant que de l'uranium produirait un champignon atomique avec deux couleurs? On a vu que ça ne pouvait pas être la poussière, puisque la poussière a tendance à retomber vers le sol et non pas à s'élever à une telle altitude. Ces militaires sont situés juste sous une bombe atomique qui est explosée à 300 mètres au-dessus d'eux et lâchée d'un avion. Pourtant, le rayonnement radioactif de l'explosion nucléaire ne semble pas les gêner. Une bombe atomique devrait tuer des milliers de personnes, mais eux le supportent très bien. Franchement, est-ce sérieux? Normalement, une bombe atomique dégage une intense radioactivité qui est destinée à tuer des milliers de personnes. Admettons des centaines de personnes, c'est une petite bombe. On ne met pas des militaires juste au point zéro de l'explosion. Pourquoi est-ce qu'ils font ce genre de vidéo? Encore un fait curieux. À partir des années 1950, à Las Vegas, aux États-Unis, connu pour ses casinos, devient un centre d'attraction pour voir les essais atomiques. Il y en avait toutes les 3 semaines et la ville faisait une publicité intense sur ces explosions soi-disant atomiques. On venait assister aux tests atomiques, comme on irait au cinéma. Mais pas un mot sur les dangers d'une explosion atomique, pourtant destinée à décimer des milliers de personnes en une fraction de seconde. Bon, il est vrai que les spectateurs étaient installés à plusieurs kilomètres du point zéro. Mais sachant la puissance du rayonnement radioactif dégagé par une explosion atomique, pensez-vous que l'État américain très pointilleux sur tout ce qui est sécurité laisserait les gens venir admirer une telle explosion? Et est-ce que vous seriez allé vous installer sur des fauteuils pour admirer ce spectacle? Chacune des soi-disant bombes atomiques B-61, qui sont larguées par avion, coûte 28 millions de dollars. Pour ces bombes fabriquées aux États-Unis, cela représente 1,5 fois leur poids en or. Mais quand on voit de quoi elles sont composées, on se demande pourquoi cela coûte aussi cher. Même en invoquant tout le matériel nécessaire pour fabriquer ces engins, le personnel, la sécurité que ça demande, les installations coûteuses, 28 millions de dollars par bombe atomique. Et pour une seule bombe, sachant qu'il y en a des milliers, qu'est-ce que vous feriez vous avec 28 millions de dollars? En 2012, les États-Unis ont dépensé plus de 10 milliards de dollars pour améliorer ces bombes, dont 1 million de dollars par bombe pour améliorer le système d'aileron. Lorsqu'on regarde de près sur cette photo, les améliorations qu'ils ont fait, on se demande qu'est-ce qu'ils ont fait pour dépenser 1 million de dollars par bombe. On nous dira qu'on est trop ignorant pour comprendre la vraie valeur de cette technologie. Et nous on répondra que certains se remplissent bien les poches au passage. Aux États-Unis encore, les bombes atomiques sont fabriquées au laboratoire national de Los Alamos. Pourtant, le centre de fabrication d'armes nucléaires est juste à côté de la ville, à 2 km du centre exactement. Comment croire que les Américains très à cheval sur la sécurité y installaient une usine aussi dangereuse et aussi proche des habitations, des écoles et des commerces? Peut-être parce que les dirigeants savent qu'en fait il n'y a aucun risque, puisqu'il n'y a pas de bombe atomique. Ce n'est pas mieux en France, puisque le centre de fabrication d'armes nucléaires se trouve à Val-Duc, dans les Côtes d'Or, à quelques kilomètres de plusieurs villages. Léry, Échallot, Salive, Frénois. À côté du site où sont fabriquées les armes de destruction les plus dangereuses du monde,
on trouve des villages, des fermes, des champs. Mais si on fabriquait vraiment des armes atomiques, les usines de construction seraient situées à des dizaines de kilomètres de toute habitation civile, non? Il y aurait plus de 17 000 missiles à tête nucléaire répartis dans plusieurs pays, principalement aux États-Unis, en Russie, au Royaume-Uni, en France et en Chine. Pourquoi aucun de ces missiles n'a jamais été utilisé? Pourtant, c'est avec une prétendue bombe atomique que les Américains ont arrêté la guerre contre le Japon. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas aussi utilisé une bombe atomique contre les autres pays où ils menaient une guerre? Ça aurait été beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, moins onéreux d'envoyer des missiles à tête nucléaire sur le Vietnam, où il y a eu plus de 3 millions de morts, dont 60 000 soldats américains. On nous dira que c'est pas éthique, mais les guerres ont tué plus de 1,2 million de personnes dans le monde depuis 1990, avec des bombes et armes classiques. Éthiopie. Pourquoi aucun journal scientifique, aucun site internet n'a jamais expliqué comment fonctionne précisément une bombe atomique? Les informations qu'on trouve sont très superficielles et ne donnent aucun détail technique. Alors cela n'a aucun sens de répondre qu'il s'agit d'un secret militaire, parce que fabriquer une bombe atomique serait tellement complexe qu'il faudrait des industries lourdes et du personnel ultra qualifié. Seul un État disposant d'infrastructures lourdes et organisées pourrait se lancer dans une telle entreprise, et cela se saurait rapidement. Ce serait donc inaccessible aux groupes terroristes et encore moins à des particuliers. Il n'y a donc aucun risque à faire paraître un article scientifique sur la bombe atomique. Si cela n'a pas été fait, c'est parce que la supercherie serait rapidement découverte. Avec les sommes énormes qu'ils détournent, ils ont les moyens d'entretenir la désinformation et la propagande. Ils ont les moyens de corrompre les gouvernements. Par exemple, aux États-Unis, il est interdit de diffuser des informations sur la prétendue bombe atomique, sous peine de mort ou d'emprisonnement. C'est l'Atomic Energy Act de 1946, section 10. Finalement, quelle preuve avez-vous que la bombe atomique existe? Est-ce que vous avez déjà vu une explosion atomique autrement que sur des vidéos? Est-ce que vous avez déjà vu des personnes qui ont vu une explosion atomique? Certains militaires français ont vu des tests soi-disant atomiques, mais ces militaires étaient situés à plus de 30 km de l'explosion. Quelle preuve pouvait-il avoir que c'était une explosion atomique? On a retrouvé de la radioactivité sur les sites après les explosions, mais il suffit d'introduire un peu d'uranium radioactif dans une bombe classique pour trouver un rayonnement ensuite. Et connaissez-vous des personnes qui ont subi les effets d'une bombe atomique? Il y aurait eu des témoignages de personnes ayant subi l'irradiation de la bombe atomique à Hiroshima ou Nagasaki, mais les connaissez-vous personnellement? Ou connaissez-vous des personnes qui les connaissent? Finalement, les seules preuves que vous avez sont des rumeurs. Le 13 février 1945, les États-Unis détruisaient la ville de Dresde en Allemagne en larguant 4000 tonnes de bombes incendiaires au phosphore avec les forteresses volantes B-29. Les mois suivants, ils ont fait de même sur 68 villes au Japon: Tokyo, Sendai, Osaka, Kurume, Maebashi, Mitsubishi, Kagoshima, Kobe, etc., tuant près de 900 000 personnes. Le 6 août 1945, à 8h15, les États-Unis ont soi-disant largué une bombe atomique sur Hiroshima au Japon. Comment est-ce possible que la ville de Dresde en Allemagne et les autres villes bombardées au Japon avec des bombes incendiaires présentent exactement le même type de dégâts qu'à Hiroshima et Nagasaki, soi-disant bombardées avec une bombe atomique? Parce qu'en fait, il ne s'agissait pas d'une bombe atomique, mais de milliers et de milliers de bombes incendiaires classiques. En 1908, une formidable explosion s'est produite en Sibérie, dans la Togunska. On suppose qu'il s'agit d'une météorite qui aurait explosé au-dessus de la forêt. À partir d'un point central, tous les arbres ont été couchés en radiant autour du centre de l'explosion.
La bombe atomique ayant aussi explosé au-dessus de Hiroshima, tous les arbres et les bâtiments en bois devraient être couchés en rayonnant autour de ce point central. Mais quand on regarde la photo du point zéro, on voit qu'il n'y a aucun radiant. Ça signifie donc qu'il n'y a pas eu une seule explosion provenant d'une bombe atomique, mais des milliers et des milliers de bombes incendiaires larguées partout sur la ville. Selon le catéchisme atomique, tout devrait être totalement désintégré, puisque la bombe atomique génère soi-disant une puissante onde de choc de plus de 1000 bars, soit 1000 fois la pression atmosphérique. Cela devrait pulvériser même les bâtiments en dur, alors qu'à Hiroshima, tous les bâtiments en dur ont résisté. Par exemple, la banque était à quelques centaines de mètres du point zéro. Elle aurait donc subi une onde de choc de plus de 1000 bars et des températures de plusieurs milliers de degrés. Pourtant, elle ne semble pas avoir subi de tels effets. Elle semble plutôt avoir subi un incendie, au lieu d'une bombe atomique. D'ailleurs, la banque a réouvert 2 jours après le bombardement, alors qu'il devrait normalement rester une intense radioactivité. Et le bâtiment est encore debout aujourd'hui et utilisé normalement. La bombe atomique aura explosé ici, dans le centre-ville d'Hiroshima. S'il s'agissait vraiment d'une bombe atomique, les rues devraient être recouvertes par les débris des maisons soufflés par la puissante explosion. Il s'agissait en fait de bombes incendiaires. Celles-ci ont mis le feu aux maisons en bois et papier qui se sont effondrées sur elles-mêmes sans que le débris soit soufflé sur les routes. C'est bien ce qu'on voit sur ces photos. Les débris n'ont pas été pulvérisés par la puissante onde de choc d'une bombe atomique en recouvrant les rues, mais se sont accumulés, amassés, là où les maisons s'effondraient en brûlant. Les ponts auraient dû s'écrouler sous l'onde de choc. Pourtant, eux aussi sont restés intacts, alors qu'ils supportent très mal les explosions. Le pont Ayo était à 300 mètres du centre. Pensez-vous qu'une bombe ayant l'énergie de 15 000 tonnes de TNT ne pulvériserait pas ce pont ? Pensez-vous que le goudron serait resté intact après une température de plusieurs milliers de degrés ? Comment expliquer que quelques heures après l'explosion, on voit les gens se promener parmi les décombres sans aucune protection ? L'explosion d'une bombe atomique devrait irradier la zone et personne n'aurait pu rester sans être pris de nausées, de maux de tête terribles, de vomissements, voire d'évanouissements. Pourtant, sur cette photo, les patients ne semblent pas subir les effets de la radioactivité. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'une bombe atomique, mais de bombes incendiaires. Et une fois que le feu est éteint, il ne reste plus que des décombres, sans aucune radioactivité, sans aucun danger. Comment se fait-il que les Japonais ont reconstruit la ville aussi rapidement après le bombardement ? Pourtant, la radioactivité met des années avant d'être négligeable. 40 ans après Tchernobyl, les lieux sont encore irradiés, mais pas Hiroshima ? Et est-ce que vous reconstruirez votre maison là où a explosé une bombe atomique ? Où sont les dizaines de milliers d'irradiés ? Selon les informations officielles, il y aurait eu au moins 60 000 personnes irradiées à Hiroshima et Nagasaki. Voici les seules photos qu'on peut trouver. Même pas une dizaine. Cela fait bien peu sur un total de 60 000 irradiés. Pourquoi n'existe-t-il aucun centre pour suivre ces dizaines de milliers de personnes ? Il y a bien le ABCC, Atomic Bomb Casualty Commission, construit sur la colline de Ijiyama. Mais il ne s'agit pas d'un centre de soins pour les victimes, ce sont des bâtiments destinés à étudier les effets de la bombe atomique à Hiroshima, et sans doute à produire une propagande sur la bombe atomique. Donc où sont soignées et suivies ces victimes ? On trouve plusieurs rapports soi-disant médicaux sur les irradiés de Hiroshima et Nagasaki. Pourquoi des rapports aussi complets, mais aucun centre médical pour suivre ces personnes ? Ces documents ne prouvent rien, ce sont des centaines de pages d'informations ne correspondant à rien de concret et vérifiable. Où sont les 60 000 irradiés d'Hiroshima et Nagasaki encore une fois ? Ce sont des personnes qui auraient aujourd'hui entre 70 et 100 ans. Même si partie d'entre eux sont morts, il devrait en rester quelques dizaines de milliers. Où sont-ils ? Pourquoi ils ne se manifestent pas ? Lors de la dernière cérémonie d'anniversaire avec le président américain Obama, seuls 2 ou 3 vieillards étaient présents. Et les milliers et les dizaines de milliers d'autres victimes ne se sont pas déplacées pour cet événement. Combien existe-t-il de photos de l'explosion atomique prises depuis Hiroshima ? 2 photos. Pourtant, il y avait plus de 100 000 personnes dans cette ville au moment du bombardement.
et parmi les Japonais présents, aucun n'a pris de photos. Pourtant la photographie existait depuis près de 100 ans, au moment du bombardement d'Hiroshima au Japon. La marque japonaise Nikon, produisant les meilleurs appareils photo du monde, existait depuis 1917. Mais en 1945, il n'existe que 2 photos du bombardement. En 1999, il y a eu un accident de criticité à Tokamura au Japon. Des ouvriers voulant terminer un travail plus rapidement n'ont pas respecté les consignes de sécurité et ont mélangé près de 16 kg d'uranium enrichi à 19%. Immédiatement s'est produit un intense flash bleu typique des accidents de criticité. Une intense irradiation s'est propagée sur le site. Les 2 employés responsables de l'accident sont décédés quelques mois plus tard des suites de l'irradiation. Il n'y a pas eu d'autres victimes. Mais à Hiroshima, 1 kg d'uranium enrichi à 98%, donc 3 fois plus, aurait fait 140 000 victimes, 70 000 tués immédiatement et 70 000 irradiés. Encore une fois, il y a eu bien des dizaines de milliers de victimes à Hiroshima et Nagasaki, non pas à cause d'une bombe atomique, mais à cause de plusieurs milliers de bombes incendiaires. Comprendre la théorie d'une bombe atomique permet de comprendre pourquoi cela ne peut pas fonctionner. J'ai simplifié au maximum les explications pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'atome. Selon la science, toute la matière est composée d'atomes. Cet ordinateur, cette montagne, ma main, l'air sont composés d'atomes. Un atome est composé d'un noyau et d'électrons tournant très rapidement autour de ce noyau. Et le noyau est lui-même composé de diverses particules aux noms étranges. Protons, neutrons, bosons, gluons, quarks, mésons, pions, fermions, etc. Un atome est tellement petit qu'il est invisible même avec les microscopes les plus puissants. Il faudrait plus de 1000 milliards d'atomes pour remplir le volume d'une tête d'épingle. Lorsqu'un atome est très lourd, comme l'uranium, il est instable et se brise facilement en 2, soit de lui-même, soit parce qu'il a capturé un neutron. L'atome brisé libère 2 ou 3 neutrons. C'est ce qu'on appelle la fission nucléaire qui produit de la chaleur et de la radioactivité. Lorsqu'il y a peu d'uranium, les neutrons sont éjectés de la masse et la réaction s'arrête rapidement. Peu de radioactivité est émise, c'est pour cela que les techniciens dans les centrales nucléaires peuvent manipuler de petites quantités d'uranium à main nue. Mais lorsque cette masse atteint 48 kg, on appelle ça la masse critique, alors se déclenche une réaction en chaîne. Chaque neutron sortant d'un noyau d'atome va briser un autre noyau d'atome, celui-ci va libérer 2 ou 3 neutrons qui vont briser d'autres noyaux d'atomes et ainsi de suite. En une fraction de seconde, des milliards et des milliards et des milliards d'atomes vont être brisés, dégageant de la chaleur et de la radioactivité. Cette réaction en chaîne produit 1 million de fois plus d'énergie que la réaction de combustion du pétrole. C'est cette chaleur qui est produite dans le cœur d'une centrale nucléaire pour produire de l'électricité. Une bombe atomique fonctionne en théorie exactement comme une centrale nucléaire. La seule différence étant que dans une centrale nucléaire, on ralentit la réaction en utilisant un modérateur, ainsi la même masse d'uranium va lentement libérer son énergie pendant des années. Dans une bombe atomique, il n'y a pas de modérateur et la réaction en chaîne se produit instantanément. En théorie, parce qu'on va voir qu'une bombe atomique ne peut pas fonctionner. On a vu que pour que se produise la réaction en chaîne, il faut réunir une masse critique d'uranium de 48 kg. Dans la prétendue bombe atomique d'Hiroshima, on a donc divisé cette masse critique en 2 parties de 24 kg chacune, inoffensives. Lorsque la bombe est larguée, on déclenche une première explosion avec un explosif classique dans la bombe atomique, comme une cartouche dans un fusil. Les anneaux d'uranium sont projetés dans un tube et vont aller s'encastrer sur un axe aussi en uranium, afin de tout réunir en un seul bloc et obtenir la masse critique et soi-disant l'explosion atomique. Voici pourquoi une bombe atomique ne pourrait pas exploser. Comment est-ce que l'explosion préalable ne détruit pas la bombe elle-même? Regardez sur cette image l'épaisseur du fût de ce canon en voyant des projectiles de 19 kg. Il ne s'agit que de projectiles de 19 kg. Dans la bombe atomique, il faut projeter une masse de 24 kg à la vitesse d'une balle de fusil.
Donc il faudra nécessairement un fût encore plus épais que ce canon militaire. Où ont-ils placé ce fût de la bombe atomique? Regardez cette photo, il n'y a pas de place pour cela. Pour que se produise la réaction en chaîne, il faut que la masse d'uranium soit très homogène. Si la masse d'uranium n'est pas assez homogène, la réaction en chaîne ne se produira pas ou sera considérablement affaiblie. Dans la bombe atomique, la première explosion classique projette les anneaux d'uranium pour qu'ils s'encastrent sur un axe aussi en uranium. Mais lorsqu'on projette des objets métalliques les uns contre les autres à grande vitesse, ils rebondissent et ne restent pas en contact. Donc dès que les anneaux se seront encastrés sur l'axe, ils vont rebondir, s'écarter et la réaction en chaîne va s'arrêter. Lorsque la bombe atomique explose, on nous affirme qu'elle atteint une température de plus d'1 million de degrés. Mais l'uranium fond à 1100 degrés et devient du gaz à 4000 degrés. Il devrait donc être immédiatement vaporisé, ce qui arrêterait là encore immédiatement la réaction en chaîne et donc l'explosion. Lorsqu'un noyau d'atome est brisé, les neutrons sont éjectés à une vitesse de 20 000 km par seconde, 72 millions de km/h. C'est très rapide. Un neutron éjecté ferait le tour de la Terre en 2 secondes. C'est pour cela que dans une centrale nucléaire, on ralentit les neutrons avec un modérateur pour augmenter les possibilités qu'ils soient capturés par un atome. Mais le cœur du réacteur d'une centrale nucléaire a un volume de 170 000 litres et plus, alors que le volume d'uranium dans une bombe atomique ne fait que 3 litres, que l'uranium pèse très lourd. Par conséquent, les neutrons vont s'échapper trop rapidement de la masse d'uranium pour qu'ils soient captés par des noyaux d'atomes. Trop peu d'atomes seront brisés et la réaction en chaîne ne pourra pas se produire. Si vous êtes un technicien du nucléaire et pensez que ces explications sont un peu trop simples, penchez-vous un peu plus sur la question du fonctionnement de bombes atomiques et vous verrez que ça ne peut pas fonctionner. Une explosion chimique est une réaction causée par une expansion très rapide du volume de l'explosif. Les molécules de l'explosif se décomposent en atomes, puis se recomposent en formant de nouvelles molécules plus petites. Multipliées par des milliards et des milliards de molécules, cela cause une expansion très rapide du volume et donc une explosion. Mais dans la réaction en chaîne avec l'uranium, cela ne se produit pas du tout comme ça. Il n'y a pas de molécules qui se décomposent pour se recomposer ensuite, ce sont des atomes qui se divisent en deux. Il n'y a donc aucune expansion de volume. D'ailleurs, l'uranium utilisé dans les centrales nucléaires n'augmente pas de volume. Pourtant, c'est exactement la même réaction, en beaucoup plus lent, que celle d'une soi-disant bombe atomique. Donc pourquoi est-ce qu'il y aura une explosion? Il devrait y avoir au mieux un intense dégagement de chaleur et de radioactivité, mais pas ces énormes explosions carbonées. Lors de l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986, ce n'est pas l'uranium qui a explosé. Suite à une erreur de manipulation, la réaction nucléaire s'est emballée, la chaleur du corps du réacteur a brutalement augmenté et l'eau de refroidissement s'est transformée en vapeur en augmentant énormément son volume. La pression à l'intérieur du cœur du réacteur a augmenté, comme dans une cocotte minute, et celui-ci a explosé en libérant l'uranium qui s'est répandu dans l'atmosphère. Il y a déjà eu plusieurs accidents où une réaction en chaîne s'est amorcée, produisant un flash bleu et un intense rayonnement radioactif. C'est ce qu'on appelle un accident de criticité. Mais dans tous ces accidents, il n'y a jamais eu d'explosion, uniquement un intense flash bleu et un dégagement de radioactivité qui a pu irradier les techniciens présents. Au final, si vous rassemblez une masse critique d'uranium, vous obtiendrez un fort dégagement de chaleur et de radioactivité, mais certainement pas les explosions qu'on nous montre. Et encore une fois, une bombe ne contenant que de l'uranium ne peut pas produire ces énormes champignons de fumée carbonée. Nous voici maintenant à la fin de cette vidéo. Et on peut se demander pourquoi un tel mensonge. Il s'agit de dissuasion. Montrer aux autres pays qu'on dispose d'une arme terrifiante pouvant tuer des centaines de milliers de personnes en une fraction de seconde. Nous faire peur est aussi un moyen pour maintenir la dépense militaire au maximum. Mais cela mène une question. Est-ce que les dirigeants des pays savent que cela n'existe pas? En tout cas, cela rapporte des sommes énormes aux fraudeurs. Toute l'économie concernant les bombes atomiques génère des milliards de dollars.
dont une bonne partie va directement sur le compte en banque des fraudeurs. Par exemple, au tout début, le Manhattan Project, qui travaillait sur l'élaboration de la soi-disant première bombe atomique aux États-Unis, a coûté plus de 25 milliards de dollars et employé plus de 130 000 personnes pour fabriquer une fausse bombe. En tout cas, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il n'y a pas de bombe atomique. Nous n'avons plus à craindre ni guerre nucléaire, ni guerre mondiale, ni attentat terroriste à l'arme nucléaire.